Ok, donc aujourd'hui je suis avec Olivier Bollier que vous connaissez, enfin que tu connais sans doute, donc une petite interview qui va être fort enrichissante, donc j'ai envie de lui poser pas mal de petites questions par rapport à son grand parcours, donc bonjour d'abord Olivier, Bonjour Andy. ça va? Oui, ça va bien, je te Ouais, en remercie. pleine forme? Bon, Ouais. alors est-ce que tu pourrais tout simplement déjà te présenter, je pense que on va dire dans l'univers du fitness, de la préparation physique et du coaching, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais comme je sais qu'il y a de nouveaux entrants chaque année, bah voilà, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Donc oui, je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 40 ans, je suis marié. Mon activité principale, c'est la préparation physique des athlètes engagés dans les compétitions. Mon activité secondaire, c'est la formation. Voilà, Ok. sommairement. Au niveau de la préparation physique, tu t'occupes de quel type de sportif? Tu as une spécialité? Non, j'ai beaucoup voyagé dans certaines disciplines individuelles dans ma carrière. Actuellement, cette saison, j'étais en contrat avec la Fédération française de ski pour les équipes nationales de snowboard cross. Donc c'était un gros contrat et j'en ai un plus petit avec la Fédération française de roller qui devient une fédération olympique là pour les prochains Jeux olympiques. Et j'ai gardé trois ou quatre athlètes en individuel que je continue à coacher. Mais voilà pour ce que j'ai fait cette année. D'accord, ok. Et au niveau en termes de répartition entre ce que tu fais en prépa physique et tout ce qui est formation, en termes de ratio, pourcentage, c'est quoi? C'est la moitié? Alors en termes de temps, je pense que c'est 60% ou 70% en prépa physique et le reste en formation, à D'accord. peu près, en termes de temps. En termes de temps. Ouais, ok, top. Donc moi, en fait, je reçois pas mal de messages où quand je suis en formation, il y a beaucoup de jeunes débutants coachs en fait qui veulent se lancer dans tout ce qui est voilà, dans la préparation physique, dans le coaching. Ma première question, ce serait de te demander, vu ton expérience, c'est quoi en fait toi aujourd'hui ta vision du coaching et qu'est-ce que tu penses du coaching dans les futures années? Alors, globalement, ce que j'ai pu voir dans le coaching ou préparation physique, je mets les deux termes dans la même boîte, hein. Pour moi, un coach sportif, il a trois casquettes, si tu veux. Il a une casquette de technicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrise des contenus pour faire progresser les gens, en termes suivant sa spécialité, en termes de développement des capacités de force, ou développement de l'endurance, ou de retour à la blessure, ou de perte de poids. Donc, tu vois, des compétences techniques, d'une part. Mhm. D'autre part, c'est quelqu'un qui a une vraie compétence lié à l'accompagnement, on va dire plutôt psychologique, hein, et ça je trouve que c'est surtout valable et c'est surtout très marqué chez les personal trainers qui travaillent plutôt avec les gens qui sont monsieur et madame tout le monde, tu vois. Quand Mhm. je dis monsieur et madame tout le monde, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour les distinguer des athlètes de compétition. Ouais. Donc là, je trouve vraiment tous les personal trainers que je connais à succès, c'est vraiment des gens qui ont des capacités de relations humaines très développées, quoi, qui sont vraiment capables d'accompagner les gens en plus de leurs compétences techniques. D'accord. Mhm. Et, la troisième, dans ma vision du coaching, la troisième casquette qu'il faut avoir, c'est peut-être celle qui est le moins développée, c'est la casquette de chef d'entreprise, entre guillemets, hein, puisqu'on est souvent une entreprise personnelle, on n'a que nous à gérer, mais souvent, les coachs à succès aussi sont des gens qui ont aussi une vision de leur carrière, au moins à moyen terme, sans parler du long terme, qui ont une vision de leur carrière, ils savent où ils veulent aller, et ils organisent en fait un petit peu plus que qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Et ça, c'est des choses, toi, que tu avais à ton début. Est-ce que tu peux revenir justement sur le tout début de ta carrière par rapport à ça? Non, c'est pas quelque chose que j'avais. Alors il faut remettre à l'époque, hein, moi quand j'ai commencé à gagner ma vie avec le coaching, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc tu vois, c'est presque une génération quand même. Mhm. Tu vois, et 40 ans, les jeunes qui arrivent, ils ont entre 20 et 25, donc on a presque 20 ans d'écart. Donc c'est quasiment une génération. Donc à cette époque-là, non, moi c'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais pu mieux faire. Mais moi, il y avait qu'une seule chose qui m'intéressait à mes débuts, c'était
développer mes compétences techniques. La première casquette que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai été focalisé uniquement là-dessus pendant peut-être sur 15 ans, pendant au moins 10 ans. C'est que plus récemment, depuis à peu près 4-5 ans, que j'ai investi vraiment du temps de travail, que je quantifie comme du temps de travail sur les aspects non techniques, mais sur les aspects commerciaux de notre métier. Donc non, c'est quelque chose que j'ai pas fait il y a 20 ans, mais que je conseillerais aux jeunes de faire pour la nouvelle génération. Mhm. Et toi, donc, par rapport à cette partie technique au tout début de ta carrière, quels sont les points clés ou qu'est-ce que tu as mis en avant justement pour devenir performant dans ton côté coach et préparateur physique? Moi, une des premières choses, et il y a une quinzaine d'années, c'était relativement peu développé, c'est devenu très populaire récemment, mais moi, j'avais vraiment au centre de mes problématiques les notions de déséquilibre musculaire. C'est-à-dire que quand je récupérais un athlète, c'est surtout valable en individuel, hein, ce que je te dis, j'avais vraiment à l'esprit de diagnostiquer et de scanner chez l'athlète quels étaient ses points faibles. Là, on parle musculairement, on peut avoir la même discussion sur d'autres qualités physiques. Mhm. Mon but, c'était vraiment de scanner les points faibles et de monter les points faibles à un niveau le moins faible possible, tu sais, en partant du principe qu'une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et moi, mon but, c'était de rendre la chaîne la moins faible possible sur le plus faible de ses maillons pour que toute la chaîne en profite. Et il y a une quinzaine d'années, c'était des concepts qui étaient moins développés que maintenant. Maintenant, on en entend beaucoup parler de ces notions d'équilibre musculaire. Mhm. C'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Ok. Et toi, c'est ce qui t'a vraiment permis au démarrage on va dire, de faire une différence avec ce que pouvaient proposer les autres ou est-ce que tu as ressenti ça? Difficile d'isoler quelque chose, mais Mm. en tout cas, j'ai eu le sentiment que les athlètes avec qui je travaillais à mes débuts étaient sensibles à l'individualisation, on va dire, rationnelle du travail. C'est-à-dire, quand je leur disais, bah, tiens, on va travailler plus ça pour l'athlète A et plus ça pour l'athlète B, j'avais le sentiment qu'ils étaient sensibles au fait que le programme était individualisé, non pas par rapport spécifiquement au sport en question, et par rapport à ses faiblesses intrinsèques, tu vois. Mhm. Donc j'ai le sentiment que ça a participé à la chose, oui. Ouais, ok. Et je rebondis sur un truc parce que je vois beaucoup dans les formations que je peux faire sur, voilà, sur on va dire sur comment démarrer dans le coaching. Et je m'aperçois souvent que il y a, on va dire une grande majorité croit que le coaching, ça vient rapidement et qu'on commence à gagner de l'argent assez facilement. Est-ce que toi, par rapport à tes débuts, ta carrière, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été difficile, est-ce que, voilà, comment tu t'y es pris, toi, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors moi, pour parler tout à fait franchement, et comme on est sur ta chaîne YouTube, on parle business, tu vois. Pour parler tout à fait honnêtement, les 6 premiers mois, j'étais déficitaire, c'est-à-dire que je gagnais pas ma vie, je pouvais pas vivre de ça, c'est-à-dire que je devais gagner en revenu net imposable par an, je devais gagner peut-être 8 ou 10 000 euros sur 6 mois. Hein, tu vois, je te fais le ratio parce que je calcule plus mes revenus annuellement que mensuellement. Mhm. Ouais, j'avais des revenus nets imposables à 8-10 000 euros, donc tu vois, tu ne vis pas de ça. Les 6 mois suivants, je suis passé à, on va dire, à des revenus imposables de 15-20 000 euros. Et puis du coup, une fois la première année passée, là, ça s'est enclenché. Et après, ça n'a fait que monter. Pas d'une manière linéaire, mais tu sais, plutôt par bond, quoi, par saut. Mhm. Euh, et puis là, mes revenus sont stables depuis une dizaine d'années, entre 50 à 60 000 euros. Les revenus sont stables depuis 10 ans, Ouais, tu vois. ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement, parce que moi, enfin, et toi, c'est la même chose quand on voit les formations, quand on voit des personnes dans nos formations ou séminaires. euh, il y a beaucoup, malheureusement, la carrière d'un coach, elle est très courte. Hein. Je sais pas, il n'y a pas de stats réellement, mais souvent, allez, un coach, la carrière, c'est 2, 3 ans, parce que si tu n'arrives pas justement à gagner de l'argent rapidement, bah, tu es bien obligé de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux coachs qui ont du mal à trouver de clients, qui sont un peu découragés, qui sont prêts à lâcher le business? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, je pourrais leur dire que
développer un business viable dans le coaching sportif, c'est pas seulement développer ses compétences techniques. C'est ce qu'on fait tous quand on est passionné. Mais avant de se décourager et d'abandonner, il faut pouvoir investir du temps et de l'argent sur tous les aspects non techniques, mais sur les aspects commerciaux. Et c'est ce que tu fais avec tes vidéos et ton suivi qui est de grande qualité. Tu donnes les outils, les moyens et la démarche pour sortir de l'ombre, en fait. Ce que je dis parfois à mes plus jeunes collègues, je leur dis, non mais c'est bien d'être le spécialiste français du développement de VO2 max, mais si personne sait que tu existes, t'es guère plus avancé, quoi. Mmh. Donc il faut arriver à sortir de l'image qu'on a un peu, je trouve, beaucoup même. Communiquer, c'est malhonnête, tu vois. Tu vendrais des voitures, personne te dirait quelque chose si tu faisais des pubs dans la rue pour tes voitures, quoi. Mmh. Ou dans les magazines ou je ne sais quoi. Bah, des pubs pour ta voiture parce que tu penses que c'est une belle voiture et tu as envie de la vendre. Quel est le problème? Fondamentalement, il n'y en a pas. Mmh. Moi, il me semble qu'il n'y en a pas. Mais quand on vend un service, et qui plus est quand ce service est attaché à ta personne en nom propre physiquement, tu vois, quand tu n'es pas caché derrière une marque d'une entreprise, quand tu fais de la promotion d'Andy Poiron ou d'Olivier Bollier, eh ben, il y a une sorte de frein qui est de moins en moins fort, hein, je trouve. Il y avait encore jusqu'à peu de temps une sorte de frein qui disait, si tu communiques sur ton image propre, ou tu es prétentieux, ou tu es arrogant, ou tu es malhonnête, quoi, tout simplement. Alors, fondamentalement, c'est tout simplement chercher à augmenter ton réseau, quoi. Chercher à augmenter ton réseau pour pouvoir faire profiter de tes compétences un large panel de personnes. Ce que faisaient nos illustres aînés, ils faisaient la même chose. Hein. Ils réseautaient d'une façon différente. Ils réseautaient à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils allaient serrer des mains aux gens, ils téléphonaient, ils entretenaient leur réseau à l'ancienne, si je puis dire. Et la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils font? Ils entretiennent leur réseau d'une manière ouverte au monde, public. Et ça, parfois, ça gêne, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence de nature. Tu travailles sur ton réseau. Si tu veux le faire en sous-marin, pourquoi pas. Mais si tu veux toucher le monde entier, eh ben, tu as des outils maintenant pour le faire. Mmh. Donc, pour les gens qui se découragent, investissez du temps et de l'argent, pas seulement pour vos compétences techniques, mais aussi pour vos compétences de marketing, peut-on dire. Mmh. Je voudrais revenir sur un point que tu as dit là par rapport, parce que moi j'en parle beaucoup quand je parle de business, et c'est cette notion aussi qui est un petit peu obscure de positionnement, ou, essayer de se démarquer, parce que c'est vrai que quel que soit, on va dire, où on se situe, soit en France, Suisse, Belgique, enfin n'importe où dans le monde, bah, voilà, là, il y a une concurrence hein, aujourd'hui qui s'installe. Est-ce que toi, tu as, je sais pas, un positionnement spécifique? Est-ce que tu t'es créé vraiment une identité propre par rapport à ça pour développer des contrats à la Fédé ou des choses comme ça? Moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'était pour développer mon expertise dans le sport de compétition. Les livres que j'ai écrits, ils sont pas tout publics, ils sont faits pour une certaine cible qui est l'entraîneur ou l'étudiant ou le futur professionnel, mais dans le sport de compétition. Et j'ai jamais essayé, alors je le ferai peut-être dans un deuxième temps de carrière, hein, on peut pas savoir, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais essayé de développer autre chose que cette problématique, la préparation physique du sportif ou de la personne qui a un vrai projet physique, on va dire, tu vois, Mhm. pas le tout venant. Voilà, c'est un positionnement, il est ni bien ni mal, tu vois, c'est un Mhm. positionnement. Certains se positionnent sur la perte de poids, d'autres sur la réathlétisation, d'autres euh, sur les courses sur route, les trails, tu vois. Voilà. Souvent, je trouve que quand même ceux qui réussissent sont plutôt des gens qui ont un positionnement relativement centré sur une problématique. Ils essayent pas de te vendre un peu tout ce qu'ils peuvent, quoi. Mhm. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est se spécialiser sans forcément se fermer à tout. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois pas spécialement à la possibilité d'être le coach sportif universel dans toutes les problématiques. J'y crois moyennement. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça va pas être accessible à la très grande majorité. D'accord, top. Et au niveau marketing, tu as des stratégies que tu mets en place ou que tu as mis en place qui t'ont permis aujourd'hui d'en arriver là où tu en es? Moi, j'utilise à peu près euh, 5 à 7 heures par semaine, tu vois, parce que je quantifie relativement bien mes activités, quoi.
Donc, je prends 5 à 7 heures par semaine pour communiquer sur les réseaux sociaux les plus connus, hein. Facebook, Twitter et Instagram. Je Mhm. prends 1 heure par jour, on va dire, pour répondre, pas pour répondre aux gens, pas trop, mais pour produire une communication. Et dans ma philosophie, ça se résume en 3 mots. Le marketing que j'ai, c'est donner pour recevoir, tu vois. Tous les jours, ou Mhm. presque, j'essaye de donner un petit quelque chose. Alors c'est un petit quelque chose parce que c'est quand même gratuit et le but c'est quand même pas de tout donner et de rien recevoir, mais non plus c'est pas l'inverse. Mhm. Donc c'est ça, donner pour recevoir. J'essaye de donner un petit quelque chose tous les jours sur les réseaux sociaux pour que les gens reconnaissent une certaine expertise. Et quand je vais communiquer pour vendre quelque chose cette fois-ci, eh ben ça sera, si tu veux, dans le flux de mes communications qui donnent, mais cette fois-ci, ça sera pour recevoir. Voilà comment je me positionne. Ça se résume, je trouve, assez bien en 3 mots, quoi. Donner pour recevoir. Ok. Tu utilises YouTube ou pas? Oui, Ouais. j'ai une chaîne YouTube que j'alimente moins fréquemment que le reste. J'essaye sur chacun des médias de donner une information un petit peu différente, mais j'y arrive pas toujours. Et puis, ça dépend aussi des moments dans la saison. Tu vois, quand je suis beaucoup en déplacement avec mes athlètes, j'essaye des fois de faire des petites vidéos entre 2 entraînements où je parle d'un sujet. Mais comme c'est pas non plus toujours facile, YouTube, c'est pas la chaîne que j'ai le plus développée. Mais bon, il y a des vidéos aussi un petit peu. Tu peux tout donner la page, c'est une page Facebook ou c'est sur ton compte? De toute façon, je mettrai toutes les Compte infos perso, dans. j'ai pas fait de Ouais. page Facebook. Donc tous mes comptes sont en mon nom propre, quoi. Ok, ok. Il y a un truc que tu disais qui était intéressant, surtout c'était ce que tu disais, c'est la gestion du temps. Tout est timé du coup, tu sais combien entre À peu guillemets, près. de temps tu passes par tâche. Oui, j'essaye sur tous les réseaux sociaux parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper chronophage. Si tu te laisses, comment dire, si tu te laisses vivre sur les réseaux sociaux, tu regardes toute la soirée ce qui se passe, Ouais, tu passes puis ta toute la journée, nuit, hein. et puis le lendemain, tu es encore en train de regarder, quoi. Au final, t'as pas appris grand-chose, mais tu as perdu tout ton temps et toute ton énergie. Donc j'essaye, des fois j'y arrive pas, hein, mais j'essaye d'être relativement rationnel sur les moments où je communique et sur les moments où je réponds. Mais j'y arrive pas toujours, hein, parce qu'on n'est pas, Non, euh, ouais, on fait normal. comme on peut parfois. Normal. Et puis voilà. Et puis les points problématiques des réseaux sociaux, c'est que tu touches le monde entier, mais du coup le monde entier te touche aussi, quoi. Donc Mhm. il faut arriver à prendre de la distance et à comprendre que, bah, de toute façon, à partir du moment où tu t'affiches à titre personnel en nom propre, tu auras forcément des gens qui vont pas comprendre ou penser que si, que ça. Donc il faut arriver à se distancer aussi un petit peu des retombées d'une communication publique, quoi. Mhm. Ça fait partie du job. Et est-ce que tu pourrais donner justement des conseils? Parce que moi, quand j'aborde un peu les réseaux sociaux, puis aujourd'hui, bah, on a tout un panel d'arsenal marketing. Toi, comment tu t'organises au quotidien justement pour gérer bah, ton Facebook, ton Instagram, Twitter et tout? Est-ce que tu as mis des petits hacks quand, enfin, quand tu mets un post sur Facebook directement, c'est inscrit sur Twitter? Ou est-ce que tu as des petits conseils à Alors non, donner? j'ai pas voulu que ça se duplique. Je l'ai fait sciemment. Souvent, on voit que tout se duplique sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai voulu que les gens qui lisent un de mes tweets aient pas l'impression qu'ils lisent un copier-coller du Facebook d'il y a 5 minutes, quoi. Ouais, Donc, d'accord. j'essaye à chaque fois ou de remanier la publication ou de la rendre un petit peu différente pour que les gens aient le sentiment que, ben, tu vois, imagine qu'il y ait 50 réseaux sociaux, ben, tu as 50 fois la même chose. Hmm. Donc, j'essaye de respecter un petit peu plus les followers en leur donnant quelque chose d'un petit peu plus personnel, ou du moins pas un copier-coller. Voilà. Donc, D'accord. c'est un petit peu là-dessus que j'essaye de travailler, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi en termes d'outils? Bon, Facebook, sans aucune Ouais, Facebook. discussion, hein. Loin devant. Ok. Loin devant. Et je sais que tu as aussi, t'avais un site. Est-ce que tu continues à l'alimenter ou? Non, je l'ai abandonné Ouais. parce qu'il fallait que je ressente mes activités. Je pouvais pas aller de partout. Il était pas très joli, tout à fait pour être tout à fait franc. Il était pas très beau. Et finalement, j'arrivais pas à l'alimenter régulièrement. Et comme j'ai quand même beaucoup publié de livres et j'ai quand même pas mal écrit d'articles dans plusieurs sites internet,
Donc, si tu veux, à un moment donné, les grosses publications, j'avais pas fait le tour, mais je voulais arrêter de donner des gros articles conséquents parce que j'en ai déjà beaucoup donné et parce que Mhm. j'ai beaucoup publié. Donc, je me suis un petit peu recentré sur de la communication un peu flash, on va dire, un peu rapide. Alors, forcément, tu fais des choix, c'est moins précis. Mais voilà, un tweet, c'est 140 caractères. Et ben voilà, les gens savent que c'est 140 caractères. Tu essayes de rendre quelque chose de complexe en peu de caractères, mais tu sais que ça a des limites, quoi. Voilà. Mhm. Donc je me suis recentré sur de la communication un petit peu plus rapide. Ok. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de voilà, tes projets, tes futurs projets, quels sont voilà, quelle va être ta Ben vie moi, dans les mois à ouais, venir là? moi, je continue à avoir deux objectifs professionnels, m'occuper d'athlètes de compétition dans des sports variés. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des athlètes de haut niveau dans plusieurs sports au plus haut niveau mondial. Et moi, mon objectif et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de continuer à accompagner des athlètes, mais dans des sports divers. Moi, j'ai toujours travaillé dans les sports individuels, Mhm. mais je désespère pas qu'un jour on fasse appel à mes services dans des sports collectifs. Mais ce qu'il faut savoir, et ça peut être intéressant pour les gens qui te suivent, c'est que dans la préparation physique, on appartient vraiment à des boîtes, quoi. C'est-à-dire que moi, dans toute ma carrière, j'ai fait que des sports individuels, tu vois. Mhm. J'ai jamais fait de sport collectif. Tu te rends compte que les collègues, la plupart du temps, qui sont dans les sports collectifs, sont très rarement dans les sports individuels. Voire même, quand tu es dans le foot, tu bouges rarement du foot, pour Mhm. prendre l'exemple. Moi, j'ai eu la chance de me promener dans pas mal de sports individuels et j'aimerais que ça continue, quoi, pour voir un petit peu et tout ce qu'on peut faire ailleurs que dans son sport de prédilection. Je trouve vraiment que quand on a la possibilité de changer de sport, on amène un regard naïf et neuf sur la discipline qui te permet parfois de lever des lièvres et de trouver des solutions juste parce que tu arrives en tant que spécialiste du développement des qualités physiques et pas spécialiste de la position du petit doigt lors du planté de bâton, quoi. Tu Mhm. vois. Donc c'est ça, moi, qui me fait vibrer, c'est travailler dans des sports nouveaux. Et puis mon autre projet, c'est lié à la formation. Ça se développe de plus en plus, mes activités de formation. Et je pense que c'est quelque chose qui va encore plus se développer dans un second temps de ma carrière. Et c'est vrai que aider les futurs pros à devenir justement des coachs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc mes projets sont sur ces deux pôles. Je crois que il y a eu, tes athlètes ont eu des records là, il y a eu des médailles, il me semble. Ouais, je suis très content. Là, cette année, avec les équipes nationales de board cross, on a eu au championnat du monde 4 médailles en 4 épreuves et on a eu 2 globes de cristal. Alors, les globes de cristal, c'est les vainqueurs de la Coupe du Monde. Donc, on a eu un vainqueur de la Coupe du Monde chez les hommes, qui est aussi le recordman du monde de globes de cristal. Donc, tu vois, c'est l'athlète le plus titré de l'histoire de son sport. Et on a eu un autre globe de cristal par équipe chez les filles. Donc une année très très pleine dans le snowboard cross. Ouais. D'accord. Et si demain tu avais l'opportunité d'avoir un sport collectif, ce serait quel sport qui t'intéresserait? T'as une idée Il y a, ou? il y a peu de chances que ce soit le foot, parce que tout ce que je peux voir du foot me laisse, d'un point de vue de la prépa physique, hein, je ne parle pas du reste, me laisse présager que mon approche de la préparation physique risque d'être tellement loin de ce qu'ils sont habitués à faire et de ce qu'ils admettraient dans leur culture qu'il y a peu de chances que ça soit le foot. Bien que j'aimerais y travailler, il faut pas rêver. Hein. Dans un staff, je vois pas ce que je pourrais faire, à moins de repenser l'intégralité de ma philosophie et de mon système d'entraînement. Ce que je vois quand je vois de la préparation physique de footeux, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Donc, si je dois travailler avec des footeux, je pense que ça serait en individuel, parce qu'en collectif, j'ai l'impression que c'est compliqué de les faire travailler. Hein. J'ai l'impression que c'est compliqué. Donc non, ce qui s'avère être les sports collectifs, le sport collectif où je pourrais avoir quelque chose à faire, c'est plutôt le rugby, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Mais après, voilà, c'est des activités qui sont extrêmement prenantes et la plupart du temps, les préparateurs physiques dans les sports co, qui sont dans un staff, tu sais, Mm. ils font que ça, quoi. Ils font que ça. Donc c'est aussi ça qui est problématique, c'est-à-dire que moi je refuse, parce que je suis comme toi, je suis travailleur indépendant, je refuse de faire une seule activité professionnelle
parce que une partie de mon équilibre personnel, il se fait grâce à la pluralité des activités, quoi. Je sais Mhm. que pendant 3 jours ou une semaine, je vais être en stage, je vais faire la prépa physique, mais je vais rentrer après 2 jours, je vais faire des cours, et c'est comme ça que mon équilibre s'est créé, quoi, sur plusieurs activités complémentaires, tu vois, dans le même univers, mais quand même un petit peu différentes, qui font que euh, tu prends un peu d'oxygène sur l'une et l'autre, quoi, tu vois. D'accord. Et justement, par rapport à, c'est intéressant là ce que tu dis par rapport à toi, ta philosophie de la préparation physique, et je pense que c'est ce que tu enseignes aussi dans tes formations et tout. C'est quoi ta philosophie justement par rapport à cette notion de préparation physique? Ben, la philosophie que j'ai, c'est avant d'être fort, je dis fort dans pas forcément force physique, mais fort au sens général, quoi. Avant d'être fort, il faut être sain physiquement. C'est-à-dire qu'il faut veiller à avoir l'hygiène de vie la meilleure possible et occulter tous les problèmes qui peuvent limiter ta performance, quoi. Essayer d'avoir le moins possible de petits bobos, essayer d'être en meilleure santé possible. Et je trouve que sur le long terme, les athlètes qui performent sont les athlètes qui ont le plus à l'esprit cette notion de santé, tu vois, tout au long de leur vie, de leur hygiène de vie, quoi. En clair, c'est des athlètes qui accordent du temps et de l'énergie pour se reposer, pour manger correctement. Mhm. Et, et finalement, peut-être quand tu as 17 ans, tu t'en rends pas compte de ça, tu vois. T'es en pleine possession de tes moyens. Tu as le sentiment que si tu manges un Big Mac ou des brocolis, Mhm. grosso modo, il va rien se passer. Et, et peut-être qu'il se passe rien sur une fois. Mais 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, et puis une, deux, trois, 10 blessures plus tard, c'est plus du tout le même débat, quoi. Tu vois. Donc voilà, la philosophie que j'ai, la prépa physique, c'est avant d'être fort, rapide, endurant, tout ce que tu veux, il faut être en bonne santé, quoi. Et en bonne santé, ça passe par un minimum d'éducation à l'hygiène de vie, quoi. Et dans le milieu sportif, les gens s'imaginent que les athlètes, c'est des moines, quoi, tu vois. Mais en fait, C'est rien ce n'est que je moins vrai, croyais quoi. aussi, moi, c'est ce que je croyais, mais tu tombes de haut, hein. Ah, tombe de haut. Et finalement, les gens qui sont le plus sérieux et les plus rigoureux, c'est les culturistes, tu vois. Les culturistes, eux, manger et dormir, c'est quelque chose qui est crucial pour progresser. Et ils le savent et ils l'intègrent. Bon, eux, c'est peut-être même parfois poussé à l'excès, tu vois, parce que tu peux arriver à te désociabiliser, quoi, tu vois. Mais globalement, c'est des gens sérieux. Les athlètes sont loin d'être les athlètes professionnels, sont loin d'être tous les plus sérieux comme on imagine, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'il y a un gros levier là-dessus, quoi. Et toi, aujourd'hui, tu arrives justement à avoir ce côté déclencheur auprès de tes athlètes, tu arrives à leur faire prendre conscience de tout ça? Quand ils sont jeunes, difficilement. Ouais. Quand ils sont jeunes, difficilement, hein. On a beau le dire, c'est malheureux, mais une fois que tu as subi les contre-coups d'une mauvaise hygiène de vie, là, tu arrives à écouter un peu ce qu'on te dit. Mais quand tu es jeune, non. Alors moi, heureusement, j'ai très peu de jeunes, j'ai plus des adultes et des gens, tu vois, entre 20 et 35 ans, quoi. Ouais. Donc, ils ont déjà un petit peu vécu, et ils sont déjà parfois un peu blessés, et ils sont un peu plus sensibilisés au message. Mais pour les jeunes, c'est compliqué, quoi. Et en fait, les coachs qui ont la chance de travailler avec des jeunes, dans les pôles, tu sais, avant d'accéder au plus haut niveau, ils ont vraiment un beau métier, mais une mission difficile et délicate. C'est arriver à leur faire comprendre ouais, voilà, il n'y a pas que la performance, il y a tout ce qu'il y a autour, et c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui permettra à un moment donné d'être performant. Et sans tomber dans la caricature, quoi, tu vois. Mhm. Sans tomber dans la caricature du psychopathe de l'entraînement. Mais voilà, une hygiène de vie, ça se travaille. Ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait inculquer, oui, on Ouais, va mais dire les jeunes, plus. c'est dur, hein. Bah oui, oui, ouais, Ils s'en foutent pas mal quand même, hein. c'est sûr. Mhm. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'entraîner peut-être des étrangers? Est-ce qu'il y a cette même culture ou est-ce que c'est aussi difficile? Ouais, quand j'étais dans les sports de glace, il y avait beaucoup d'étrangers dans le centre d'entraînement où j'étais, donc j'ai eu la chance de côtoyer, ouais, des Anglais, des gens des pays de l'Est. Oui, j'ai vu pas mal d'étrangers dans la première moitié de ma carrière. J'ai pas spécialement, j'en ai pas vu non plus 50 par pays, hein. Mais Mhm. je suis pas arrivé à identifier un pays où on est plus sérieux que d'autres, Ouais. quoi. Mhm.
que c'est plus lié aux individus, quoi. Il y a des gens qui sont sensibilisés aux problèmes, d'autres qui le sont moins. Ce que j'ai identifié, par contre, c'est que les anglo-saxons avaient un rapport à la supplémentation qui est très différent de nous, les Français, quoi. D'accord. Donc, nous, c'est quand même toujours compliqué. La supplémentation, c'est encore, plein de gens te disent, un supplément en protéines, c'est du dopage, quoi. Ouais. Okay. Donc, quand on est là, sans dire que la supplémentation en protéines, c'est obligatoire, c'est pas ça que je dis. Mais si t'en es à dire que les protéines, c'est du dopage, oui. Tu veux, et puis ça arrive pas, c'est pas une anecdote, quoi, tu vois. C'est pas une anecdote, ça revient, quoi. Tu te dis, bon. Alors, si on en est là, c'est vrai que. Alors, et puis, bizarrement, tu vois, c'est toujours les protéines qui sont mises en cause. Tu vois, tu vas prendre un supplément, par exemple, pour faire une course de trail, tu vas prendre des glucides sous quelque forme que ce soit, en poudre ou en barre ou en pâte. Ça va choquer personne, tu vois. Si tu mets dans ta gourde une boisson sucrée, tout va bien. Bizarrement, pourquoi les boissons sucrées, c'est pas du dopage, mais les protéines, si. Alors que fondamentalement, les protéines, hein, c'est du lait déshydraté, quoi. Enfin, je schématise, mais enfin, c'est rien de très non plus. Voilà, sûr. Si c'est des protéines de bonne qualité, c'est ni plus ni moins qu'un produit déshydraté, quoi. Donc voilà, pourquoi les protéines, ça cette mauvaise image, bizarre. Mais les glucides, non. Alors que bon, si tu te gaves de glucides, il y a quelque chose qui s'appelle le diabète, tu vois, c'est pas super, quoi. C'est sûr. Bon, tu vois, je caricature, mais c'est pour montrer à quel point on en est, quoi, en France. Et les anglo-saxons sont moins sujets à ça. Alors par contre, voilà, ils peuvent tomber dans la caricature inverse, quoi. C'est-à-dire qu'ils mangent plus de pilules que de nourriture, quoi. Ouais, donc il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là dans le monde de la préparation physique. Ah ouais, voilà, c'est l'éducation, mais c'est compliqué l'éducation. C'est compliqué. Et là, pour le coup, les réseaux sociaux et puis notre vie actuelle fait, et ça on l'avait pas il y a encore 15-20 ans, quoi, fait que toutes les informations sont accessibles, quoi, quasiment toutes. C'est-à-dire que tu peux trouver l'information gratuite de très grande qualité ou quelque chose de vraiment abominable. Donc tout est accessible et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'il y a une gradation, quoi, dans l'information. Avant, tu avais que les bouquins, quoi. Tu vois, quand moi j'étais étudiant, tu avais que les livres. Donc, déjà, écrire un livre, c'est autre chose que de faire un tweet ou une vidéo YouTube. Tu vois. T'en as écrit 4 livres, toi, c'est ça? Ouais, j'en ai écrit ou co-écrit 4, ouais. Donc avant, tu avais que les livres quand j'étais jeune ou ado. Donc voilà, si tu voulais apprendre quelque chose, tu allais à la bibliothèque et puis tu lisais des livres. Donc lire des livres, déjà, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire 3 lignes, quoi, tu vois. Qui a réfléchi, il a trouvé un éditeur qui a accepté. Donc tu vois, tu as quand même passé quelques barrières. Mais maintenant, l'information, boum, tu mets dans YouTube ce que tu veux, protéines, et tu vas voir tout et n'importe quoi. Bah, je pense que c'est ça aussi qui est déstabilisant, autant pour monsieur et madame tout le monde, ou autant pour le sportif. C'est ça, c'est le trop d'informations, c'est voilà, j'entends le tout et son contraire, et c'est ça aussi qui est déstabilisant pour le consommateur final, c'est à la fin qui croire, quoi. Ouais, extrêmement compliqué, c'est la limite du système, quoi. C'est la limite du système. Mais bon, les professionnels, à un moment donné, ils sont là aussi, quoi, pour ça, quoi. Si tu veux faire confiance à YouTube plutôt qu'à un pro, c'est à toi de voir. Hein. Mais, si on pouvait, tu vois, si on pouvait obtenir les meilleurs physiques du monde en étant uniquement sur YouTube, tu vois, tous les métiers d'entraîneur, tous les métiers d'accompagnant à la performance n'existeraient plus, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est comme ça. Ok, top. On finit par une dernière question que j'aime bien poser. C'est que si demain tu devais recommencer tout depuis le zéro, là, on connaîtrait pas Olivier Boillier. Par quoi tu commencerais ou quelles sont les étapes que tu pourrais justement donner aux personnes qui écoutent cette interview pour démarrer, on va dire, le plus rapidement possible? Parce que moi, c'est ce que je dis souvent. Quand tu te lances dans une carrière, tu es loin de tout connaître, mais ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir gagner assez rapidement sa vie pour enclencher en fait ce système à la fois psychologique, puis aussi j'ai besoin de payer mes factures, de manger. Quels sont toi on va dire les 3 conseils que tu pourrais donner? En fait, les 3 conseils, tu vois, ils peuvent se résumer en une seule chose, quoi. Investir du temps et de l'argent, parce que l'un va pas sans l'autre. Ouais. Investir du temps et de l'argent dans ta formation, tu vois, initiale et continue. À un moment donné, ta formation de base,
c'est un peu les fondations de la maison, quoi. Tu vois. Donc, se former correctement dans les premières années de ta carrière, à mon avis, c'est ce qui peut pas te sauver, mais te donner. C'est un peu comme l'éducation que tes parents te donnent, quoi. Si tu as une bonne éducation, il y a des chances que ça te profite tout au long de ta vie, quoi. Ben là, c'est pareil, quoi. L'éducation que tu vas obtenir via les diplômes que tu passes, via ta formation au sens large, tu vois. Ça, c'est crucial, quoi. Investir du temps dans sa formation, c'est crucial, et investir du temps dans sa formation euh, non technique aussi, quoi. Et c'est là où on est à une année-lumière d'avoir le niveau. C'est en même temps, si moi, il y a 15 ou 20 ans, j'avais investi autant d'énergie dans ma formation pour devenir un expert technique de mon sujet, si j'avais investi un petit peu de ce temps-là pour devenir, pour travailler sur ma com, sur travailler sur mon image globalement, je pense que j'aurais pu faire mieux. Bon, difficile de refaire l'histoire, hein. Mais ce que je peux donner comme conseil aux gens, c'est ça, c'est investissez dans votre formation, c'est crucial, et investissez aussi du temps pour vous former d'un point de vue de la communication, du marketing. Ça sera l'image que vous véhiculerez, elle vous suivra quand même tout au long de votre carrière, quoi. Surtout maintenant, si tu veux, si tu postes une photo de toi en train de te saouler avec tes potes, ben, il se peut très bien qu'un jour, cette image-là, elle joue contre toi et qu'un jour, un de tes employeurs futurs, en tapant sur Google ton nom, rêver, c'est ce que font les gens, ben, il te voit en train de te saouler la gueule. Bon, si tu avais eu une formation un petit peu sur la com, ou là, juste un peu de bon sens, tu vois, un peu de bon sens populaire, tu l'aurais peut-être pas fait, ou tu l'aurais vraiment bloqué à un faible. Ben, tu l'aurais bloqué, quoi, pas vie publique ou je ne sais quoi. Donc voilà, quoi. Le conseil que je peux donner, c'est devenez un expert. Grosso modo, c'est ça le conseil. Devenez un expert, mais un expert, c'est pas juste un expert technico-tactique de sa discipline, ça renvoie à tout ce qu'il y a autour. Ok, super. Bah, merci en tout cas Olivier pour ces conseils. C'est toujours intéressant en plus que voilà, tu as une grosse expertise et c'est vrai que bah, j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de personnes. Donc ces informations, c'est intéressant. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, quelque chose à nous dire Non, et c'est moi qui veux te remercier de tout ce que tu donnes aussi gratuitement. Toi, tu as une grosse activité récente sur YouTube et je trouve que c'est formidable parce que là, pour le coup, si les gens te suivent quotidiennement ou presque, bah, petit à petit, ils vont apprendre des choses quand même. Et c'est ça, moi, le mot de la fin, c'est de te remercier de ce que tu fais. En France, je crois que vous êtes peut-être deux à donner vraiment de l'information gratuite et payante, mais aussi gratuite, pour que le coaching sportif, ça passe de l'amateurisme, si tu veux, à un vrai métier et avec une vraie carrière, tu vois, où tu gamberges un petit peu plus que qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, quoi, tu vois. Et voilà, le mot de la fin, il est là. Top, ça marche. Bon, ben, merci en tout cas Olivier. De toute façon, moi je mettrai toutes les infos. N'hésitez pas à regarder. Moi je regarde beaucoup. Moi aussi je suis très Facebook, donc je vois beaucoup tes posts et tout. Je suis un peu moins sur Twitter, donc je regarde beaucoup tes posts sur Facebook. Donc je mettrai tous les liens de toute façon sur la description en dessous sur YouTube. En tout cas, bah, merci beaucoup. Bah, ravi de cet échange-là. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Allez, salut! Bye bye.